Merci aussi à l'UPOP de m'avoir proposé de faire ce cours et puis la salle des fêtes de Saint-Romain-en-Galles de m'accueillir. Donc effectivement quelques mots pour me présenter d'abord. Donc moi je suis sociologue, je suis directeur de recherche au CNRS, je suis basé à l'École normale supérieure de Lyon dans un laboratoire qui s'appelle le Centre Max Weber. Je travaille principalement sur les mouvements sociaux. J'ai travaillé sur différents mouvements, notamment les mobilisations autour de la prostitution, sur la lutte contre le sida, sur l'intermondialisme, sur des mouvements autour de l'immigration comme le réseau Éducation sans frontières. Et puis j'ai travaillé sur mai 68 et c'est un événement sur lequel je vais revenir au fil du cours. Donc j'ai pas travaillé au niveau empirique spécifiquement sur les révolutions parce que je travaille essentiellement sur la France et ça fait déjà un certain temps qu'il n'y a pas eu de révolution en France. Voilà. Mais j'ai évoqué mai 68 et vous pouvez pressentir déjà qu'il peut y avoir des points communs, voire une continuité entre les mouvements sociaux et les révolutions. Parce que mai 68, c'est quelque chose qui est un peu entre les deux. C'est un mouvement social très ample, très déterminé, qui commence en milieu étudiant et puis qui ensuite se diffuse à l'ensemble de la société. On a une grève très généralisée et puis on a le régime politique, la 5e République à l'époque présidée par De Gaulle où le pouvoir semble vaciller, mais finalement il ne chute pas. Hein. Alors bien des révolutions, elles commencent comme ça, comme des mouvements sociaux, avec une mobilisation dans certains secteurs bien délimités de la société, puis ça se diffuse à d'autres secteurs de la société, puis ça devient une vraie crise politique, et puis finalement, ça fait le régime en place ne peut pas se maintenir, les dirigeants sont obligés de s'éclipser. Mais ça commence avec les formes des mouvements sociaux, des manifestations, des occupations de places, des grèves, etc. Donc travaillant sur les mouvements sociaux, j'ai été amené aussi à m'intéresser à cette question des révolutions. Alors aussi quelques mots de présentation du contenu du cours. L'approche que je vais développer, elle relève des sciences sociales, donc essentiellement de la sociologie et de la science politique, dont je vais mobiliser les perspectives et les outils théoriques. Alors c'est une démarche qui est sensiblement distincte de celle des historiens, même si évidemment je vais empiéter, pénétrer sur le terrain des historiens, le domaine de l'histoire, mais il s'agira de révolution au pluriel, c'est-à-dire je ne vais pas me focaliser sur une révolution, par exemple la Révolution française ou la Révolution russe, dont c'est le 100e anniversaire cette année. Je vais piocher des exemples de révolution, des illustrations à différents endroits à la fois dans le temps. Donc on va aller faire des retours en arrière temporels parfois assez anciens, mais aussi dans l'espace, c'est-à-dire de traiter de situations de différents pays. Alors, je vais aborder ces différentes révolutions en retenant tel aspect qui m'intéresse, sans nécessairement entrer dans le détail du récit historique. Je vais m'intéresser à tel aspect, par exemple, de la révolution russe, qui me semble particulièrement illustratif, mais pas vous faire un récit de toute l'histoire de la révolution russe, même si on pourra revenir, s'il y a besoin d'éclairage après dans la partie de discussion. Alors je le dis d'emblée pour qu'il n'y ait pas de déception ou d'incompréhension sur la démarche, et puis aussi pour éclaircir des enjeux qui seront les miens, c'est-à-dire que ça sera aussi d'éclairer un certain nombre de manières de réfléchir, de manières de faire de la sociologie, un certain nombre d'enjeux qui sont structurants des sciences sociales. Donc voilà, je vais essayer d'identifier, de vous présenter un certain nombre de points communs entre diverses révolutions, des mécanismes ou des processus qui sont spécifiques au phénomène révolutionnaire, ce qui autorise aussi des rapprochements qui, à première vue, pourraient paraître éventuellement surprenants. Aussi une petite précision préalable, mais qui est peut-être pas sans importance, c'est que
Moi, je suis en quelque sorte agnostique devant les phénomènes révolutionnaires. Hein. Donc mon propos, c'est pas de vous inciter à faire des révolutions. Je ne vais pas prétendre que les révolutions, elles sont toujours souhaitables ou nécessaires, ou qu'il serait urgent de révolutionner la société. Hein, il y a un certain nombre de formations politiques qui se définissent comme révolutionnaires, qu'on entend beaucoup en ce moment, en tout cas certaines d'entre elles, dans le contexte de la campagne présidentielle. C'est pas ma question. Hein, et d'ailleurs, parmi les différents exemples que je vais solliciter, il y a des révolutions qui peuvent nous paraître sympathiques, il y en a d'autres qui peuvent paraître nous laisser un peu plus réservés. Hein, voilà. Bon, je vous évoquerai la révolution iranienne de 1979, la révolution russe de 1917, les phénomènes révolutionnaires qu'ont connus les pays de l'Est autour de 1989. Hein. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment arrivent les révolutions et puis ce qui se passe pendant les phases révolutionnaires. Hein. Mais ce n'est pas non plus de prophétiser l'imminence d'une révolution. Et puis d'ailleurs, on verra que c'est assez compliqué de prévoir les révolutions. Donc voilà, le cours sera concentré en 2 séances, donc celle d'aujourd'hui où je vais faire 2 choses principalement. D'abord, faire un travail un peu de définition, de délimitation de ce que sont les révolutions, de comment on peut les aborder du point de vue des sciences sociales, et puis ensuite évoquer les causes et les conditions favorables à l'émergence d'une révolution. Et puis donc la semaine prochaine, on va étudier davantage la dynamique des phénomènes révolutionnaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe pendant une révolution, en quoi ça consiste très concrètement une révolution. Et puis, dernier propos préalable, avant de passer à cette première question de la définition, un mot sur mes sources, c'est-à-dire que vous trouverez demain sur le site une bibliographie avec les principales références. Je ne prendrai pas le temps de vous dire voilà, tel ouvrage, tel auteur, tel ouvrage, tel éditeur. Vous trouverez les références sur le site. Alors, c'est des travaux en français, mais aussi en anglais, qui n'ont pas toujours été traduits, mais qui sont néanmoins importants, parce que la recherche sur les phénomènes révolutionnaires, c'est un domaine de recherche internationalisé, où la langue dominante, c'est l'anglais, et ça aurait été sans doute restrictif de s'en tenir aux seules références francophones. C'est aussi des travaux qui ont été produits sur une période assez longue. Je ne voulais pas faire un état de la littérature seulement la plus récente, hein, les perspectives les plus récentes, mais évoquer un certain nombre de travaux de perspectives relativement anciens, mais qui restent quand même influents, particulièrement intéressants. Et puis d'ailleurs, ce qui est intéressant à relever, c'est qu'il y a des fluctuations de la curiosité des sociologues ou des politistes pour les révolutions. C'est-à-dire que quand les révolutions étaient, entre guillemets, un thème en vogue politiquement dans les années 60-70, on avait beaucoup de travaux. Et puis par la suite, ça s'est un petit peu atténué. À la fin des années 80, quand il y a eu la chute des régimes de type soviétique, il y a eu un regain d'intérêt pour ça. Et puis récemment, avec les révolutions dans le monde arabo-musulman, il y a eu à nouveau un regain d'intérêt pour ce type de phénomène. Donc voilà, c'était aussi quelques éléments pour vous contextualiser la production scientifique sur ce sujet. Alors la première question donc, que je voulais traiter ce soir, c'est celle de la définition de ce qu'est une révolution. Hein, c'est un exercice qui est à la fois indispensable pour qu'on se mette d'accord sur ce dont on va parler, mais c'est aussi un exercice un petit peu scolaire. Alors je vais m'y livrer quand même, pas pour vous proposer ma définition, que je trouverais évidemment la meilleure et une définition stable et universelle de ce qu'il faut entendre par révolution, mais plutôt je vais essayer par cet exercice, de faire apparaître un certain nombre de problèmes que pose une étude sociologique des phénomènes révolutionnaires. Alors, pour ça, je vais d'abord me référer à un texte d'un sociologue français qui s'appelle François Chazelle, qui avait consacré un gros chapitre sur les révolutions dans un traité de sciences politiques. Alors, il indique quelque chose qu'on a oublié, c'est que le terme de révolution, il est d'abord d'origine astronomique. C'est-à-dire que la révolution de la Terre, c'est le parcours qu'elle effectue chaque année autour du Soleil.
et puis elle revient à son point de départ. Et par métaphore, on a utilisé ce terme de révolution pour désigner des phénomènes politiques. Alors ça, c'est dès l'Antiquité, hein, c'est une transposition qu'on va retrouver chez les Grecs et chez les Romains, notamment chez Polybe, qui est un historien grec du IIe siècle avant Jésus-Christ, ou chez Cicéron, qui est un homme d'État et un auteur romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et puis on va retrouver ça aussi chez les auteurs de la Renaissance. Donc dans cette acception, la Révolution, ça marque un retour aux origines d'un régime qui a dégénéré ou qui s'est fourvoyé. Donc c'est un sens assez différent de celui qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est l'idée qu'il y a un régime politique qui fonctionnait bien au départ, et puis il s'est dégradé, et à un moment, on a fait un effort politique pour revenir à la forme originelle qui était celle qui était préférable, hein, la forme authentique. Et notamment, on a utilisé ce terme de révolution pour désigner au XVIIe siècle ce qui se passait en Angleterre, c'est-à-dire que en 1649, on a décapité le roi d'Angleterre Charles Ier parce qu'il y avait des tentations absolutistes. Pendant une période de 11 ans, il n'y a pas eu véritablement de roi en Angleterre, et c'est en 1660 qu'on a restauré une monarchie. Dans l'intervalle, c'est Cromwell et le Parlement qui gouvernent l'Angleterre, et en 1660, donc, il y a Charles II qui accède au trône. Et ce qu'on appelle la Révolution, c'est pas le moment où on coupe la tête du roi, donc Charles Ier en 1649, c'est le moment où on restaure la monarchie. C'est-à-dire qu'on revient à un régime monarchique sous contrôle d'un parlement, dans un équilibre des pouvoirs entre le monarque, qui ne dispose pas d'un pouvoir absolu, et le parlement qui le contrôle. Hein. Donc ce qui fait la révolution à cette époque, c'est le retour à un régime monarchique stable, mais ce n'est pas le renversement de ce régime monarchique. Donc cette idée de la révolution qui est fondée sur une métaphore astronomique, on en revient aux sources originelles du régime, elle disparaît avec ce qui est l'exemple le plus représentatif, ou le meilleur exemple de révolution, c'est-à-dire la Révolution française de 1789. Avec la Révolution, cette idée de la Révolution française, donc cette idée de révolution, elle se dote de nouvelles significations, et ça devient une rupture qui est nette, qui est irréversible, qui se passe par la violence, qui se passe par un soulèvement populaire, et on met un terme à un ancien régime qui était jugé oppressif. Donc ça, c'est l'idée de révolution telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Donc, et on a tout le récit, si vous avez donc suivi le cours de la semaine dernière, les épisodes marquants, la prise de la Bastille, la convocation des États généraux, la prise de la Bastille, l'exécution de Louis XVI, la rupture avec l'Ancien Régime, différents épisodes, la terreur, etc. etc. Hein. Donc on a à nouveau une nouvelle ère politique qui s'ouvre à partir du moment où on a fait chuter ce qu'on va appeler justement l'Ancien Régime. Alors, on verra éventuellement que c'est un processus qui est un peu plus compliqué, mais à partir de la Révolution française, on a une conception des révolutions qui fait toujours référence. Et quand il y a des écarts par rapport à cet imaginaire de la révolution par un soulèvement populaire violent, et on le signale, c'est-à-dire quand on parle de la révolution de velours pour désigner la chute du régime de type soviétique en Tchécoslovaquie en 1989, c'est pour dire finalement dans ce pays-là il y a eu une révolution mais il n'y a pas eu de violence. Ça s'est fait de manière assez pacifique. Bon. Donc on marque qu'il y a une différence, un écart par rapport à ce qui est un peu le modèle exemplaire de la Révolution, c'est-à-dire 1789. Alors je reviens à ce texte de François Chazelle où il cite plusieurs définitions sociologiques des révolutions qui, pour la plupart, s'accordent à cette représentation fondée sur le modèle de la Révolution française.
Alors, par exemple, il va citer un auteur américain qui s'appelle Samuel Huntington, que vous connaissez peut-être, c'est lui qui a inventé le choc des civilisations, hein, l'idée qui a été remise au bout du jour par George Bush Jr. Après le 11 septembre. Donc Huntington, avant de réfléchir sur le supposé choc des civilisations, il avait aussi réfléchi sur les révolutions, et il nous dit une révolution est un changement interne Une révolution est un changement interne, à la fois rapide, fondamental et violent, dans les valeurs et les mythes dominants d'une société, dans les institutions politiques, dans sa structure sociale, dans ses dirigeants, ainsi que dans les activités et les politiques de son gouvernement. Donc, vous voyez, là, on a une rupture à différents niveaux, et voilà, ça bouscule la société, ça transforme beaucoup de choses. Alors, une des questions, peut-être un des problèmes que pose cette définition, c'est celle de la temporalité. C'est-à-dire que Huntington nous dit que c'est un changement à la fois rapide, fondamental et violent. Bon, rapide, la Révolution française, ça dure quand même une dizaine d'années. La Révolution russe, bon, ça dépend évidemment des bornes qu'on se donne, mais on peut la faire commencer en 1905 et finir en 1917, voire même après. Hein. Il y a toute la question après le pouvoir des bolcheviks, il n'est pas totalement consolidé après octobre. Donc voilà, rapide, c'est pas forcément si rapide que ça. Hein. Mais une nouvelle fois, on a une définition qui insiste sur la rupture entre un ordre politique ancien et un ordre nouveau. Et il nous dit aussi, ça c'est quelque chose sur lequel on reviendra, que ce n'est pas seulement une rupture politique, c'est aussi une rupture sociale, dans les mythes de la société, dans l'imaginaire. Voilà. Alors, une autre définition que cite Chazelle, c'est d'un autre auteur américain qui s'appelle Zygmunt Neumann, qui, lui, si je cite la définition, une révolution, c'est un changement radical, fondamental, dans l'organisation politique, la structure sociale, la maîtrise de la propriété en matière économique et le mythe dominant d'un ordre social, traduisant ainsi une rupture majeure dans la continuité du développement de la société. Alors là aussi, c'est une rupture très, très forte, avec à différents niveaux de la structure des sociétés, à la fois dans l'imaginaire, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Alors le souci que pose cette définition, mais c'est aussi le problème que posait celle de Huntington, c'est qu'on réfléchit en termes après-coup. Vous arrivez après la Révolution, vous pouvez constater qu'il y a une rupture fondamentale au niveau politique, social, économique, culturel. Voilà. Donc une révolution, c'est une rupture à différents niveaux. Donc, on peut dire qu'il y a eu révolution après coup, quand on peut évaluer les résultats, l'ampleur de la transformation qui vient d'être opérée. C'est un peu une difficulté intellectuelle, de présupposer que le résultat, de juger les révolutions à partir de leurs résultats. Parce que si on suit ce raisonnement, on ne pourra considérer comme révolutionnaire que des processus qui ont abouti à cette rupture, qui sont parvenus à un changement radical en matière donc politique, sociale, économique, culturelle, etc. Alors, ça restreint le nombre de révolutions, et puis ça conduit à éliminer des processus qui pouvaient être porteurs d'une dimension révolutionnaire, mais qui ne sont pas arrivés au bout. Alors, je prends un exemple pour illustrer ça. En Iran, en 2010, il y a eu une très violente révolte à l'issue d'élections qui étaient notoirement frauduleuses, qui ont permis notamment la réélection de Ahmadinejad. Donc on a eu des manifestations de rue, on a eu l'occupation de l'espace public, ça a été sévèrement réprimé, et puis finalement les protestataires ne sont pas parvenus à renverser le gouvernement. Un an après, vous avez la même chose qui se passe en Tunisie. C'est-à-dire que vous avez, et c'est les mêmes couches sociales, c'est-à-dire la jeunesse diplômée urbaine qui se révolte, qui fait des manifestations,
qui occupe l'espace public. Et là, on a la chute du régime de Ben Ali. Alors, vous avez à peu près les mêmes choses qui se passent dans les deux pays à un an de distance, les mêmes couches sociales, comme je l'ai dit, la jeunesse urbaine, qui se révolte, qui se révolte de la même manière par des manifestations, l'occupation de l'espace public. Vous allez dire, c'est deux choses radicalement différentes, parce que dans un cas, ils ont réussi à chasser Ben Ali, et dans l'autre cas, ils n'ont pas réussi à chasser Ahmadinejad. C'est un peu compliqué de dire que c'est deux choses radicalement différentes. Hein? Donc vous voyez qu'il y a un petit problème à n'envisager les révolutions qu'à partir de leurs résultats. Hein? Parce que ça conduit à considérer comme très différentes des choses qui, dans les faits, sont très similaires. Hein? Donc j'ai donné deux exemples de pays relativement comparables et à peu près au même moment. Alors ça c'est un problème qui a été donc soulevé par un sociologue français et politiste français contemporain qui s'appelle Michel Daubry, ce qu'il appelle l'analyse régressive. C'est-à-dire que ça consiste à penser les phénomènes sociaux, phénomènes politiques, au travers de leurs résultats, sans s'intéresser à ce qui s'est passé avant, en excluant ce qui précède ce résultat et qui est beaucoup plus... qui peut se révéler assez aléatoire. Hein. Peut-être qu'il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour que Ahmadinejad soit renversé en Iran en 2010. Et peut-être qu'il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour que Ben Ali conserve le pouvoir. Alors l'analyse régressive, c'est un exercice intellectuel très simple, mais aussi très paresseux, qui consiste, vous avez le résultat, et puis vous allez faire l'histoire à l'envers. Vous allez reconstituer, après coup, à l'envers, les différentes phases, différentes étapes qui ont conduit à ce résultat. Et en général, vous allez constater que ça ne pouvait qu'arriver à ce résultat. Et là, Ahmadinejad ne pouvait que rester au pouvoir et Ben Ali ne pouvait que chuter. Hein. Donc c'est un petit peu comme si il y avait une nécessité de l'histoire qui suppose que les choses arrivent nécessairement en suivant comme une espèce de scénario préécrit que l'historien ou le sociologue aurait juste à reconstituer. Alors c'est une critique que cet auteur, Michel Daubry, a formulée à l'occasion d'une analyse du 6 février 1934. Alors c'est un événement dans l'histoire de la Troisième République qui est la République française qui est très contestée, et vous avez un certain nombre de groupes d'extrême droite, notamment l'Action française, les Croix de Feu, qui organisent une grande manifestation à Paris ce jour-là, et c'est une manifestation qui se termine en insurrection. Et là, notamment place de la Concorde, vous avez toutes ces troupes militantes qui sont très radicalisées et qui veulent prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Donc il y a des affrontements avec la police, il y a quelques dizaines de morts, c'est toute une nuit d'émeutes, d'insurrections à Paris. Mais cette insurrection, elle est vaincue, et la Troisième République survit, au moins pour 6 ans. Hein. Si le Maroc avait une autre position... Voilà, je vais y venir. Hein. Mais vous avez un certain nombre d'historiens, dont un historien assez connu qui s'appelle René Raymond, qui avait tiré comme conclusion de cet épisode, du fait que la Troisième République avait survécu à cette insurrection, qu'il n'y avait pas de vrai fascisme en France. Parce qu'il n'y avait pas de vrais révolutionnaires fascistes en France, parce que les authentiques fascistes, ils sont en Allemagne et en Italie, c'est-à-dire ils prennent le pouvoir. Or là, ils ont été incapables, ces ligues d'extrême droite, de prendre le pouvoir. Donc c'est bien la preuve qu'ils n'étaient pas révolutionnaires, et qu'ils n'étaient pas véritablement fascistes. Bon. C'est quelque chose qui pose un petit peu de problème si on y réfléchit. C'est-à-dire qu'on constate le résultat et puis on se dit, finalement, à la base, il n'y avait rien d'authentiquement fasciste ou révolutionnaire parce qu'il n'y a pas eu de révolution. Bon. Sauf qu'il ne s'en est pas fallu de beaucoup pour que
Voilà, les leaders de ces ligues d'extrême droite, dont vous évoquiez le colonel de la Rocque qui était le dirigeant des Croix de Feu, il y avait Charles Maurras qui était le dirigeant de l'Action française. Bon, c'est de l'anecdote, mais un historien américain qui a travaillé sur l'Action française, qui s'appelle Eugène Weber, dit bah, en fait, il y a des jeunes militants de l'Action française qui voyaient que voilà, ça chauffait place de la Concorde, qui ont été voir Charles Maurras et disant bah, ce serait bien que vous veniez, et puis haranguer la foule, et puis on part à l'assaut de l'Assemblée nationale. Puis Charles Maurras, qui était déjà pas tout jeune, il avait prévu autre chose pour sa soirée. Il a dit non, et puis c'est en février, il fait froid. Et puis non, j'y vais pas. Donc il n'était pas là pour haranguer la foule et pour que, véritablement, les galvaniser pour prendre d'assaut l'Assemblée nationale. Bon, c'est de l'anecdote. Mais voilà, il y a des petits détails qui font que l'histoire bifurque et que ce qui était peut-être une insurrection potentiellement révolutionnaire n'a pas débouché sur une révolution. Hein. Alors, ce qui invite à considérer qu'il y a du hasard dans l'histoire. Hein, il y a des soirées à passer au chaud ou à passer dehors. Il y a du hasard, des petites décisions qui font basculer des processus, qui font dévier les événements du cours qu'autrement ils auraient pu suivre. Donc, dans ce type de processus, deux petits événements peuvent avoir de grands effets. Et pour en revenir à mai 68, qui est un autre exemple, mai 68, ça commence de manière très anecdotique. Il y a des militants d'extrême gauche qui veulent organiser un meeting à la faculté de Nanterre, comme il y en a très régulièrement à la fin des années 60. Et puis le doyen de la faculté de Nanterre, il en a marre de ces agitateurs, donc en plus il y a de la castagne avec des militants d'extrême droite, donc il ferme la faculté. Les étudiants d'extrême gauche disent on va quand même tenir notre meeting, mais on va le tenir à la Sorbonne. Ils sont à peine une centaine, ils ne sont pas bien nombreux. Et puis le recteur qui pilote la Sorbonne, il n'a pas envie de les voir, il ne veut pas demander l'autorisation, et il appelle la préfecture en disant j'ai une poignée d'agitateurs là, est-ce que vous pouvez m'envoyer quelques gardes mobiles pour quelques CRS pour les évacuer? Et en fait, ça se passe mal. Ils sont évacués, mais ça se passe mal. Il y a les premiers affrontements dans le quartier latin, et puis voilà. Si le recteur n'avait pas pris son téléphone pour appeler la préfecture, on peut refaire l'histoire en se disant si il y avait eu une autre décision. C'est là qu'on peut voir les moments de basculement d'un processus, soit vers un apaisement, soit vers une radicalisation. Alors sur ce plan, on peut, Michel Daubry suit d'assez près un grand historien français qui s'appelle Paul Venn, alors, qui est surtout un spécialiste de l'histoire romaine, mais qui, dans un livre un peu de théorie historienne qui s'appelle « Comment on écrit l'histoire », a réfléchi sur ce que c'est qu'un événement et sur le type de cause qui provoque les événements. Alors, il distingue trois types de causes. Bon, la première ne nous intéresse pas beaucoup, je vais la laisser de côté, c'est ce qu'il appelle les causes finales, c'est ce qui relève de la volonté des acteurs. Ils veulent ou pas qu'il y ait une révolution. Bon. Si vous prenez l'exemple de la révolution russe, Nicolas II et Lénine ont des objectifs diamétralement opposés. Bon, le tsar veut rester au pouvoir et Lénine veut le renverser. Donc ça a aussi un rôle dans le fait qu'il y a des gens qui ont une vraie volonté de provoquer une révolution. Mais les deux autres types de causes sont plus intéressants, à mon sens. Il y a d'une part, nous dit Paul Venn, les causes profondes, ou des causes structurelles, c'est-à-dire des phénomènes qui travaillent en profondeur la société. Alors par exemple, des évolutions démographiques ou économiques, qui vont apparaître et qui vont susciter des tensions sociales. Le fait que les agriculteurs aient beaucoup d'enfants, donc il y a une évolution démographique. Est-ce que l'agriculture est en mesure de nourrir tous ces enfants? Le fait qu'il y ait un ralentissement de la croissance économique,
Est-ce que, voilà, est-ce qu'une couche de commerçants bourgeois entreprenants qui apparaît, qui se développe, voilà, ça c'est des choses qui sont des transformations, des évolutions qui travaillent en profondeur de la politique, qui en eux-mêmes sont vraiment très, très limités, sont vraiment peu importants, mais qui peuvent provoquer des basculements majeurs. Alors ces causes superficielles, c'est justement le fait qu'il fasse froid le 6 février, qu'un vieux monsieur comme Charles Maurras, il n'ait pas envie de sortir parce qu'il est mis au chaud. C'est des coups de téléphone à la préfecture, c'est des choses comme ça, des anecdotes qui malgré tout, vont produire des basculements. Alors Paul Venn nous dit, les causes profondes décident de ce qui arrive si cela arrive, et les causes superficielles décident que cela arrivera ou non. Bon, peut-être qu'il y a un processus de transformation d'une société en profondeur, mais il n'y aura pas un incident, une cause superficielle qui va faire que cette transformation sociale va enclencher, déboucher sur une révolution ou sur une crise politique, comme mai 68. Donc ça me semblait important d'évoquer cela, le fait que les processus révolutionnaires ne sont pas linéaires, il n'y a pas un point de départ qui va conduire nécessairement à une révolution. Il y a beaucoup plus de hasard, d'incertitude. Voilà. Alors du coup, on voit qu'il y a quand même un risque à envisager les révolutions a posteriori, une fois qu'elles sont accomplies à partir seulement de leurs résultats, parce qu'on peut être amené à négliger des choses qui étaient porteuses d'une dimension révolutionnaire, mais qui n'ont pas débouché sur la chute du régime. Donc j'en reviens à mon exemple des jeunes Iraniens qui se mobilisent contre Ahmadinejad, mais qui n'arrivent pas à le faire chuter. Alors il y a une distinction qui est intéressante de ce point de vue-là, qui nous permet de surmonter cette difficulté. C'est celle que propose un sociologue et historien américain qui s'appelle Charles Tilly. Une distinction très simple, celle entre situation révolutionnaire et issue révolutionnaire. Vous voyez déjà l'enjeu, mais alors, situation révolutionnaire, pour la définir, Charles Tilly, donc, qui est un auteur contemporain qui est décédé il y a 6-7 ans, il va s'inspirer directement d'un expert en révolution qui est Léon Trotsky, qui caractérisait les révolutions comme l'apparition d'une situation de double pouvoir. Donc Tilly reprend cette idée à Trotsky, c'est-à-dire il nous dit une situation révolutionnaire c'est quoi? C'est lorsque vous avez deux blocs qui s'opposent, qui se concurrencent pour la possession du pouvoir politique sur un territoire donné, dans un État. Donc il nous dit des prétentions mutuellement incompatibles à occuper le pouvoir d'État. Alors pour que cette prétention suscite véritablement une situation révolutionnaire, eh bien, il faut qu'elle soit ralliée par des forces qui soient en mesure de peser politiquement. Dans le contexte actuel de la France, vous avez effectivement des groupes politiques qui se disent révolutionnaires, mais ils ne sont pas en mesure de concurrencer François Hollande pour l'occupation du pouvoir d'État ou le Parlement. Bon, vous pouvez avoir le NPA ou Lutte ouvrière qui se définissent comme révolutionnaires, ça ne pèse pas. Si vous avez véritablement des manifestations des millions de manifestants qui scandent Poutou au pouvoir, ça devient un peu plus sérieux. Mais je n'ai pas l'impression qu'on en soit là. Donc pour que cette prétention suscite véritablement une situation révolutionnaire, il faut qu'il y ait des forces qui soient en mesure de peser politiquement une fraction significative de la population qui soutiennent un des prétendants, un concurrent au pouvoir en place. Et il faut également que celui qui détient le pouvoir d'État soit en situation manifestement de fragilité. Que ça ne soit pas sûr. Nicolas II, après février 17, sa position de tsar, elle n'est pas très solide.
Louis XVI, lorsque les États généraux tournent à plein régime, qu'il y a des insurrections dans pas mal de coins de France, il n'est plus le monarque absolu qu'il a pu être au début de son règne. Mais vous voyez également qu'avec cette définition, il y a plusieurs situations qui peuvent apparaître. C'est-à-dire, soit c'est des fractions de la population qui soutiennent un autre prétendant au pouvoir. Ça peut être une autre force politique qui soutient un autre prétendant au pouvoir, ça peut être l'armée. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas tant devant une situation révolutionnaire que devant une tentative de coup d'État ou de coup de force militaire. Hein. Lorsque, imaginez, pensez à la guerre d'Espagne, Franco, c'est une force militaire avant tout. Hein. Après, il est rallié par une fraction de la population, mais voilà, donc vous voyez qu'on a des situations qui sont proches des révolutions, qui sont les coups d'État et qui sont les guerres civiles également. Donc lorsque vous avez affrontement de forces politiques pour l'occupation du pouvoir d'État. Et puis donc, ça c'est les situations révolutionnaires. L'autre notion que propose Charles Tilly, c'est celle de l'issue révolutionnaire. C'est lorsque de cet affrontement, il y a le victorieux, celui qui gagne, c'est celui qui... c'était le prétendant au pouvoir, pas celui qui l'occupait précédemment. Donc vous avez la victoire d'un de ces blocs sur l'autre qui marque la fin de la situation de double pouvoir. Et donc vous avez issue révolutionnaire si c'est celui qui est extérieur au pouvoir qui parvient à éliminer l'ancien détenteur du pouvoir et à occuper sa place. Lénine remplace Nicolas II, pour le faire rapidement. Ce qui nous permet donc d'élargir aussi le type de situation, de phénomène auquel on peut s'intéresser. Il n'y a pas que les révolutions qui réussissent, il n'y a pas que les issues révolutionnaires qui doivent nous intéresser, il y a aussi les situations révolutionnaires. Voilà. Donc ça, c'était le premier temps de ma présentation sur les éléments de définition. Je pense qu'on a un petit peu clarifié le type de phénomènes qui doivent nous intéresser. Alors, mon deuxième temps de présentation d'aujourd'hui, donc c'est les causes des révolutions. Alors, on est évidemment tenté de s'intéresser à ce qui amène un peuple à se soulever pour faire chuter un régime politique qui lui paraît insupportable. Et donc, la première approche, la plus évidente, ça va consister à insister sur le mécontentement de la population. Si la population est satisfaite de ses gouvernants, il n'y a pas de raison qu'elle s'engage dans une révolution. Et je dirais l'idée la plus immédiate, ça sera d'attribuer l'irruption de la révolution à un accroissement de la pression du gouvernement sur sa population. Il devient de plus en plus répressif, il devient de plus en plus autoritaire, il réduit les libertés. Ou une dégradation de la situation économique. Donc l'idée que c'est une insatisfaction devant le gouvernement, et notamment parce qu'il devient autoritaire, c'est l'idée qui vient le plus rapidement à l'esprit. C'est pas forcément confirmé par l'étude des phénomènes révolutionnaires, et notamment un des premiers analystes de la Révolution française, qui est Alexis de Tocqueville, avait lui-même souligné dans son livre « L'Ancien Régime et la Révolution », donc un livre de 1856, je cite, il dit « Ce n'est pas toujours en allant de mal en pis que l'on tombe en révolution. Il arrive le plus souvent qu'un peuple qui avait supporté sans se plaindre et comme s'il ne les sentait pas les lois les plus accablantes, les rejette violemment dès que le poids s'en allège. » Fin de citation. Alors c'est contre-intuitif, mais voilà, nous dit Tocqueville, c'est davantage lorsque la situation évolue vers le mieux, vers un peu plus de liberté, un desserrement de la contrainte, que les gens ont davantage de propension à s'engager dans une révolution.
Et c'est une piste d'analyse qui a été développée dans les années 1960-1970 autour d'une notion qui est celle de frustration relative. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, une nouvelle fois, que ce n'est pas forcément ceux qui auraient le plus de bonnes raisons d'être mécontents, les plus pauvres, par exemple, ou les plus dominés. Vous pouvez penser à des États pluriethniques où vous avez une ethnie qui méprise et qui maltraite une autre ethnie davantage minoritaire. Ce n'est pas chez les plus dominés ou les plus malheureux qu'on va avoir le plus de propension à la révolte, parce que bien souvent les gens sont tellement écrasés par la domination, par l'oppression, par la pauvreté, qu'ils n'ont pas les ressources pour se révolter. On constate d'ailleurs que ce n'est pas les plus pauvres qui se révoltent le plus, qui manifestent le plus, y compris dans nos sociétés, parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources. Leur situation est tellement précaire ou dégradée qu'ils n'ont pas les compétences ou les ressources nécessaires pour faire entendre leur mécontentement. Et donc, l'idée de frustration relative, c'est que c'est pas une frustration absolue ou un malheur absolu ou une pauvreté absolue qui provoque la révolte, c'est davantage un mécontentement en regard de certaines attentes. Vous avez un certain nombre de sociologues qui vont faire l'hypothèse que vous avez des espoirs, vous avez un pays par exemple où certaines croissances économiques, c'est régulière, donc toute la population en bénéficie, tout va vers le mieux, donc on a des espoirs que tout le monde va s'enrichir, on peut avoir confiance dans l'avenir. Et puis la croissance se ralentit. Là, vous avez nourri des espoirs qui sont insatisfaits, parce que vous aviez l'espoir que, même si dans les représentations courantes, c'est pas comme ça, vous aviez une croissance de 5%, là, elle ralentit à 2%, vous dites, ouais, mais non, là, moi je comptais quand même, j'attendais un peu plus d'augmentation de salaire, etc. Là, vous avez un peu plus de mécontentement, de ressentiment, vous êtes déçu. Vous êtes déçu notamment par rapport à votre gouvernement. Donc, ça nourrit du mécontentement. Et c'est à ce moment-là qu'il y a du ressentiment contre un gouvernement ou un ordre social qui n'a pas tenu ses promesses, en quelque sorte, qui apparaît. Donc c'est un modèle d'analyse assez ancien, qui date des années 60-70, qui a connu un certain retour en grâce à l'occasion des révolutions en Tunisie et en Égypte. Parce que, si vous vous rappelez le point de départ de la révolution tunisienne, ça a été le suicide par immolation d'un jeune marchand ambulant de Sidi Bouzid, à qui la police avait confisqué sa marchandise. Là aussi, c'est un événement dramatique, évidemment, mais là, des gens comme ça qui se suicident. Tous les suicides, même un peu spectaculaires comme celui-là, ne débouchent pas sur des révolutions. Vous voyez aussi la question de cause profonde, cause superficielle, j'ai évoqué à l'instant. Alors ce jeune qui s'est suicidé, s'appelait Mohamed Bouazizi, il a été décrit comme exemplaire de la jeunesse tunisienne qui était composée en grande partie de ce qu'on appelle les diplômés chômeurs. Et en fait, effectivement, la démographie, la population tunisienne, elle est marquée par sa jeunesse, par le fait aussi que cette jeunesse a bénéficié d'un accès assez généralisé à l'éducation. Donc les jeunes ont suivi des études assez poussées, mais ces diplômes ne leur permettent pas d'obtenir un emploi. Donc ils avaient des espoirs, ils ont investi dans l'école, leurs parents les ont incités, on fait des études, et puis ils se retrouvent diplômés, et puis le marché du travail n'est pas en mesure de les satisfaire, et donc ils se retrouvent avec soit des boulots quand même très précaires, comme marchand ambulant, soit le chômage. Voilà. Et par ailleurs, ils constatent que dans ce pays, la corruption et le népotisme font qu'il y a des postes à responsabilité qui appelleraient leurs compétences, mais qui sont monopolisés par des gens qui ont du piston, qui ne sont pas forcément les plus compétents, mais qui, parce qu'ils ont du réseau, ils arrivent à obtenir des emplois, donc dans une logique clientéliste. Donc certains commentateurs ont mis l'accent sur la déception
des attentes de promotion sociale de ces jeunes diplômés qui étaient confrontés à des difficultés pour construire leur propre existence. Donc on a insisté sur l'impossibilité pour eux de quitter le logement de leurs parents, par exemple. Ils n'ont pas de travail qui leur permette de vivre de manière autonome, donc ils restent jusqu'à la trentaine chez leurs parents. C'est quand même très embarrassant. Dans une société aussi assez stricte sur les rapports hommes-femmes, l'impossibilité de se marier tant qu'on n'a pas un vrai boulot. L'obligation de recourir à l'économie informelle pour survivre. Donc voilà, il y a quelque chose aussi de normatif dans ce portrait qui a fait son succès, c'est-à-dire c'est la valorisation de la jeunesse qui représente l'espoir, mais on suppose aussi que la contestation d'un régime autoritaire sera plus... on a plus confiance dans le processus si c'est des gens qui sont des diplômés, dont on suppose qu'ils veulent démocratiser et moderniser leur société. Donc on retrouve dans ce type d'explication de la révolution tunisienne l'idée de la frustration relative. Les jeunes Tunisiens sont déçus que leur investissement dans l'éducation n'ait pas été récompensé. C'est une piste d'analyse qui est assez stimulante, qui a été appliquée à des révoltes ou à des révolutions très, très différentes, notamment à la Révolution française. Alors, c'est pas à la même échelle, mais un auteur, un historien américain qui s'appelle Robert Darnton, qui a aussi insisté sur les effets, entre guillemets, perturbateurs de l'élévation du niveau d'éducation de la société française du XVIIIe siècle. C'est un bouquin qui a été traduit en français, qui s'appelle Bohème littéraire et révolution, où il s'est intéressé aux écrivains ratés. C'est-à-dire des gens qui sont des diplômés, qui viennent d'un milieu assez modeste à la base, qui ont suivi des études et qui avaient le rêve de poursuivre une carrière littéraire. Sauf que dans une société où il y avait quand même beaucoup d'illettrés, vous n'avez pas des grands éditeurs, des libraires, c'est difficile de vivre de sa plume. Notamment, les écrivains, c'est ceux qui ont des pensions, donc qui sont pensionnés par l'État, mais c'est dur d'obtenir une pension, et vous avez une bohème pauvre, des gens qui sont des lettrés, qui ont des compétences littéraires, qui rêvent d'être Rousseau ou Voltaire, et puis qui ont du mal à gagner leur vie. Alors, ils font de l'écriture, entre guillemets, alimentaire. Ils sont aussi assez dans le ressentiment. Et donc, ils vont se spécialiser dans les pamphlets et les libelles contre les dominants de la société du XVIIIe siècle. C'est-à-dire, ça intéresse beaucoup Darnton. Vous avez une profusion de petits textes pamphlétaires, souvent à connotation pornographique, qui attaquent les dominants et qui attaquent spécialement le roi et Marie-Antoinette, qui est supposé avoir des mœurs sexuelles très dépravées. Donc ce sont des écrits séditieux, qui sont clandestins, qui sont évidemment réprimés par la police. Les auteurs, quand ils sont identifiés, ils se retrouvent à la Bastille. Mais qui nourrissent aussi, qui sont largement lus dans la population et qui nourrissent une certaine mauvaise humeur contre la monarchie. Des éléments, des facteurs économiques évidemment qui contribuent. Et ce que dit Darnton, c'est que c'est quelque chose sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, et ce n'est pas forcément les idées des philosophes des Lumières qui ont nourri la Révolution française. C'est plutôt ce type d'écrit, pas forcément de très grande qualité du point de vue littéraire, mais qui, dans la population, a nourri une certaine mauvaise humeur. Et on va trouver aussi un schème qui insiste sur la surproduction des diplômés pour expliquer mai 68. Vous avez deux sociologues français qui, d'habitude, sont assez opposés, qui sont Raymond Boudon et Pierre Bourdieu, qui ont tous les deux invoqué le fait que dans les années 60, 50 et 60, on a une explosion des effectifs de l'université. D'une part parce qu'il y a plus de jeunes, c'est le baby boom, donc il y a plus de la population française s'accroît et se rajeunit, et parce qu'on ouvre davantage l'accès à l'université à ces jeunes.
Donc les effectifs des universités françaises passent de 150 000 au début des années 50 à 600 000 à la fin des années 60. Donc voilà, c'est énorme, donc ça oblige à construire des universités très rapidement, hein, à Nanterre, à la Doua, etc. Donc des campus pas forcément très confortables, mais la pauvre vieille Sorbonne ne peut plus accueillir tout autant d'étudiants. Et nous disent Boudon et Bourdieu, ben, vous avez une surproduction de diplômés. Que ces jeunes obtiennent des diplômes, mais le marché du travail ne s'accroît pas à la même vitesse. Que vous avez des gens qui espéraient que tel diplôme leur donnerait accès à tel emploi, puis ils arrivent sur le marché du travail, ben non. Hein, alors je donne un exemple qui est un peu fictif, mais qui est simple pour vous éclairer ça, disant que au début des années 50, avec une licence en droit, vous pouvez être notaire. Vous avez une surproduction de licenciés en droit. Donc les offices notariaux, d'une certaine manière, peuvent être un peu plus sélectifs, un peu plus exigeants. Ils peuvent dire, non, maintenant, pour obtenir un poste de notaire, on demande une maîtrise. Alors, si vous avez fait vos études en droit en vous disant, en restant sur l'ancienne équivalence, vous avez une licence en droit, vous arrivez sur le marché du travail en disant, je vais être notaire. On vous dit, non, ça ne suffit plus. Là, vous pouvez seulement être clerc de notaire. Quelle arnaque, hein, donc voilà, et nous disent Boudon et Bourdieu, c'est voilà, les gens sont frustrés, ils sont mécontents parce que l'université n'a pas tenu ses promesses de promotion sociale. Alors c'est un thème un mode d'explication qui a été critiqué, et je crois à juste titre, parce que, notamment sur mai 68, si ça avait fonctionné comme ça, ce n'est pas les étudiants qui se seraient révoltés. C'est ceux qui venaient de sortir de l'université qui allaient frapper à la porte des employeurs pour dire voilà, j'ai tel diplôme, qu'est-ce que vous me proposez? Donc, quand les étudiants sont toujours à la fac en 68, c'est pas ce problème-là hein, qui se pose. Et puis, des diplômés en surnombre. Ça fait depuis 40 ans et plus qu'on va fêter le 50e anniversaire de mai 68 l'année prochaine. Ça fait 50 ans qu'il y a ce phénomène. Qu'il y a des étudiants qui sortent de la fac, qui ne trouvent pas de boulot qui correspondent à leur qualification. On n'a pas mai 68 depuis. Enfin, là, quelque chose de cette ampleur-là. Hein. De la même manière, de la frustration des jeunes diplômés en Tunisie, ça fait longtemps qu'il y en a. Et puis, pas qu'en Tunisie, il y en a aussi au Maroc, il y en a aussi en Algérie, il y en a dans tout un tas de pays de la même zone. Et pourquoi il y a eu une révolution en Tunisie et en Égypte et pas ailleurs hein. Donc, voilà, on a une cause profonde, pour parler comme Paul Venn, mais on n'a pas qu'est-ce qui fait passer de la frustration à la révolte. Donc, il nous manque quelque chose. Hein, pour que ça soit véritablement convaincant. Alors, on est toujours dans l'idée hein, avec ce schème de la frustration relative, de processus structurels hein, qui transforment ou qui travaillent en profondeur la société. Il y a d'autres modèles d'analyse qui insistent sur ce type de phénomène. Il y a un autre auteur hein, que je n'ai pas encore beaucoup cité, mais qui évidemment est incontournable dès qu'il s'agit de révolution, qui est Karl Marx, hein, où il nous parle aussi de structures, de choses qui travaillent en profondeur les sociétés. Il y a un antagonisme, une opposition entre les classes sociales, et lorsque cet antagonisme s'exacerbe, ça donne une révolution. Hein. Donc 1789, c'est la bourgeoisie qui s'affronte à l'aristocratie. Ça pète en 89 et c'est la bourgeoisie qui prend le contrôle de la société. Et puis il y a un nouvel antagonisme qui est en train de se constituer, c'est celui entre la bourgeoisie et le prolétariat. Et lorsque cet antagonisme sera exacerbé, vous aurez une révolution de type communiste. Hein. Donc ça, c'est des pistes d'analyse qui sont synthétisées, on va dire, dans un écrit célèbre qui est le Manifeste du Parti communiste, hein, qu'il a coécrit avec Engels.
on en trouve une application un peu plus subtile à propos de la séquence, qui est aussi une séquence révolutionnaire en France entre 1848 et 1852, la révolution de 1848 qui met fin au règne de Louis-Philippe, et puis la très brève Deuxième République française jusqu'au coup d'État de Louis Bonaparte, le futur Napoléon III, en décembre 1851. Et dans un texte que Marx a écrit sur le moment, un texte d'actualité qui s'appelle Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, il livre une interprétation sociologique de cette période, 1848-1852, et il nous dit, vous avez plusieurs forces politiques qui sont en présence, qui sont représentées à l'Assemblée nationale qui a été élue en 1848, après la Révolution. Vous avez les légitimistes, c'est-à-dire ceux qui sont les nostalgiques de l'Ancien Régime, qui défendent les Bourbons, donc Louis XVI et Louis XVIII et Charles X. Et eux, ce sont les représentants de l'ancienne aristocratie terrienne, les anciens propriétaires terriens. Vous avez une deuxième force politique, ce sont les orléanistes, c'est-à-dire les anciens soutiens de Louis-Philippe. Donc c'est une autre branche de la monarchie française, mais eux, ce sont les représentants de la bourgeoisie bancaire et industrielle. Donc cette couche bourgeoise montante. Et puis vous avez des socialistes qui sont les représentants du nouveau prolétariat urbain, des ouvriers plus dans un développement de l'artisanat plutôt que de la grosse industrie, mais voilà, c'est une couche montante. Et puis les soutiens du futur Napoléon III, ce sont les paysans parcellaires qui ont récupéré pour certains des parcelles sur les grandes propriétés des aristocrates à la faveur de la Révolution française, à la faveur aussi du Premier Empire, et puis c'est un mode de production qui est en déclin, et ils espèrent que le neveu, Louis Bonaparte, leur rendra la prospérité que leur avait assuré l'oncle, c'est-à-dire Napoléon Ier. Donc on a une lecture sociologique des rapports de force politiques de l'époque. Quelles sont les couches sociales et les intérêts économiques qui sont derrière les acteurs politiques. Et donc ces acteurs politiques, ceux qui sont au Parlement, ou des gens comme Louis Blanc, comme Proudhon, comme Napoléon III, Louis Bonaparte, futur Napoléon III, ce sont des individus sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont des porteurs de structures, ils sont les représentants d'une couche sociale plus vaste. Donc on est aussi dans une lecture proprement structurelle du monde social et des affrontements entre les couches sociales qui composent la société. Et puis j'ai terminé avec une autre auteure qui, là aussi, se range dans une interprétation structurelle, qui s'intéresse aux causes profondes des révolutions. C'est une sociologue américaine qui s'appelle Theda Skocpol, un bouquin qui a été traduit en français qui s'appelle État et Révolution française. Alors déjà, il y a un apport théorique chez elle, elle distingue les révolutions politiques et les révolutions sociales. Alors, les révolutions politiques, c'est quand vous avez un changement de régime. Voilà, vous avez un ancien dirigeant, on le remplace par un autre. Révolution sociale, c'est lorsque vous avez une transformation de l'économie et de la société. Vous pouvez avoir un coup de force, une révolution, mais qui ne change pas globalement les structures économiques. Je ne suis pas sûr qu'en Tunisie, on ait eu une transformation radicale des structures économiques. Par contre, donc là, on serait plus dans une révolution politique. On a changé le gouvernement par une mobilisation populaire et par une insurrection. Puis on a changé les règles du jeu politique, elles sont un peu plus démocratiques. Par contre, la révolution de 1917 en Russie, c'est une révolution sociale. On change le gouvernement, on remplace Nicolas II par Lénine, mais aussi on socialise les moyens de production. Donc là, on est devant une révolution sociale. Alors, dans son bouquin, Skocpol, elle compare trois grandes révolutions, la française de 1789, la russe de 1917 et la chinoise de 1949. Alors à chaque fois, c'est des révolutions sociales. Pas simplement qu'on change le dirigeant, mais on transforme les structures de la société.
Alors il y a trois aspects importants dans la perspective de Theda Skocpol. Première chose, c'est qu'elle va défendre une perspective résolument structurale et non volontariste des révolutions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elle se désintéresse des révolutionnaires eux-mêmes. Des gens comme Lénine, Trotsky ou Robespierre, etc., leurs projets, toutes les manœuvres politiques, du fait, par exemple, de militaires trop lourdes, d'un affaiblissement de l'influence du pays sur la scène internationale. Et si on y réfléchit, la Russie en 1917, elle est en guerre. Et ça ne se passe pas très bien sur le front. La Chine, elle a été sous occupation japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on est en période post-Seconde Guerre mondiale, mais voilà, ça a quand même durablement affecté la société chinoise, la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y ait des précédents, c'est-à-dire que vous avez une révolution dans un autre pays, ça peut inspirer d'autres pays. On l'a vu justement avec dans les pays de l'Est en 1989, c'est un effondrement en chaîne. Vous avez l'Allemagne de l'Est, la Roumanie, la Tchécoslovaquie, les uns après les autres, ces pays connaissent des transformations, des dynamiques révolutionnaires. On l'a vu aussi plus récemment avec les pays arabes, c'est-à-dire que, Tunisie, Égypte, le Yémen également, le régime tombe, et puis vous avez d'autres pays qui essayent d'embrayer, d'enclencher la dynamique. Alors au Maroc, Mohamed VI arrive à calmer le jeu, à faire que le front qui est en train de se constituer d'opposants se fissure, et qui coopte certains islamistes qui disent finalement on va garder notre soutien pour la monarchie. Et puis vous voyez en Syrie, on n'est toujours pas sorti, et c'est dramatique. Et puis le troisième niveau d'analyse de Skocpol, c'est ce qu'elle désigne comme l'autonomie de l'État. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle conteste notamment certains penseurs marxistes qui nous disent que l'État c'est l'instrument de la classe dominante. Et elle nous dit non, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des liens évidemment, mais l'appareil de l'État fonctionne de manière relativement indépendante de la classe dominante. Il a sa logique propre, l'État, qui l'amène des fois à s'opposer à la classe dominante. Alors, je vais en donner un exemple tout à l'heure. Mais l'État, c'est aussi des organes administratifs, c'est des gens qui sont des hauts fonctionnaires, ou des moyens, des petits fonctionnaires, et ce n'est pas forcément telle aristocratie ou telle oligarchie économique. Alors, comment ça s'applique à la France, ce modèle-là? On trouve bien une situation internationale défavorable, parce que la France a soutenu la guerre d'indépendance américaine. Donc ça a été très bien pour les Américains, mais dans l'affaire, la France a perdu des colonies, elle est au bord du gouffre au niveau des finances publiques, donc c'est une situation extrêmement critique, et la France est finalement affaiblie après avoir soutenu l'indépendance américaine, et notamment les caisses sont vides. Donc l'idée c'est l'idée de Louis XVI, c'est de créer un nouvel impôt, et un impôt sur la propriété foncière. Là, c'est là que vous voyez l'autonomie de l'État par rapport à la classe dominante. La classe dominante, c'est les aristocrates qui sont les propriétaires terriens, qui ont de très grandes propriétés. Et ils disent, ah ben non, si vous créez un impôt sur la propriété foncière, on va payer beaucoup, et on ne veut pas. Et donc, c'est une situation de crise que rencontre le Premier ministre de Louis XVI, Necker, c'est il veut créer un impôt pour renflouer les caisses de l'État, et ceux qui sont en mesure de renflouer les caisses de l'État, c'est-à-dire les riches, ils font comme d'habitude, ils disent non. Et donc à ce moment-là, quand même pris à la gorge, Louis XVI, il convoque les États généraux. Et c'est le début d'une séquence dans laquelle il va finir par perdre la tête. Mais vous voyez très clairement qu'il y a des logiques, qu'il y a une propre politique, il y a l'autonomie de l'État, il y a une situation internationale
fragilisé et que, ça on le verra aussi la semaine prochaine, les députés qui vont venir aux États généraux, ils ne viennent pas forcément avec l'idée de couper la tête à Louis XVI. Hein, c'est pas le projet lorsqu'ils arrivent au printemps 1789 à Versailles. Hein, il faut sauver l'État et soutenir le roi. Hein. Mais on aura une dynamique qui va s'enclencher. Donc la perspective de Scott Paul, elle est, je l'ai dit une nouvelle fois, clairement structurale. Hein, elle se désintéresse des projets de l'action des révolutionnaires, de leur programme, et ben voilà, ça arrive. Il y a une dynamique structurelle qui s'enclenche, qui est à la fois une dynamique interne, avec une crise de l'État et de la classe dominante, une dynamique aussi externe, avec les relations du pays considéré et des autres pays sur la scène internationale. Mais elle a une formule, elle dit les révolutions arrivent, elles ne sont pas provoquées. Il n'y a pas quelqu'un qui a le projet, qui met tout en œuvre pour... voilà. Il y a des phénomènes, des processus qui provoquent les révolutions. Alors, on peut contester hein, cette vision structurale, néanmoins elle est quand même... on peut contester le fait que, ben oui, mais c'est pas tout, quoi. Il y a bien eu Robespierre, il y a bien eu Danton, il y a bien eu Lénine, il y a bien eu Mao, voilà, et on peut pas... il y a bien eu des gens pour prendre la Bastille, on ne peut pas totalement se désintéresser de ce qui les a motivés et de ce qu'ils ont fait. Alors ça, c'est des choses qu'on verra la semaine prochaine. Moi, je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà été très, très bavard et je vous propose voilà, de répondre à vos commentaires, à vos questions.